On est live. Yeah! Salut! Ça va? Salut, ça va bien toi? Yes! Content de te voir? Content de te revoir. Ben oui. Hein? Parce qu'on s'est vu la dernière fois en streaming. Pas juste. On s'était revu dans une conférence que tu as donnée pour Shopify. Ah oui. Ça fait 2 ou 3 ans Ouais. avec ça. Tu n'avais pas la barbe, je pense. Non, c'est possible. C'était l'époque où j'étais clean, frais, coupé, Qu'est-ce comme qui un s'est bébé. passé à cette époque-là? Tu étais beaucoup trop gentil. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ghost Rider, pas de barbe. Ça marche pas. Les ventes ne devaient pas bien aller. C'est ça. Il a fallu, à un moment donné, il a fallu que je me mette dans la peau de mon entreprise, du personnage, que je commence à me laisser pousser la barbe, puis D'ailleurs, porter mes bijoux aussi. On t'a vu arriver aussi en moto aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Hein? C'est quand ça que ça va arriver? Comment? C'est quand ça va arriver, ça, la moto? Quand ma femme va me donner le flag officiel que j'ai le droit de faire de la moto. Ah, boy! Tu sais, quand t'as des jeunes enfants, t'as toujours un peu la peur, la crainte, etc., puis qu'il arrive quelque chose. Mais tu sais, toi, aujourd'hui, malheureusement, il y a eu un petit incident. On peut compter l'anecdote. Dans le fond, le stream, pour ceux qui écoutent, qui sont habitués d'écouter ça en direct, on l'a débuté un petit peu plus tard que d'habitude parce que on était supposé le starter à 1h15, 1h30. Ouais. Parce que là, on a une contrainte de temps. Il faut que tu ailles chercher tes petites à la garderie. C'est ça. Fait qu'il va falloir qu'on Pas arrête en moto. ça. Pas en moto. Il va falloir qu'on arrête ça à 3h15. Pile. Fait que bon, ça va être un podcast un peu plus concis. On va essayer d'y aller droit au but. Ceci étant dit, fait qu'on a starté un petit peu plus tard parce que je m'en venais au studio, bien tranquille. J'allais chercher du scotch, tu sais, comme que je fais d'habitude, bien normal. Puis là, PACLOUD! Je passais ça à verte, tu sais, comme qu'un gars fait. Comme c'est ça. Je me suis fait rentrer dedans, je me suis fait teabagger. Ma roue en avant est partie dans les airs. Mon char, perte totale. Incroyable. La fille m'a rentré dedans à plus de 50 km/h. Parce que mes bags sur le side ont ouvert. OK. C'est à 50 que ça part. Exact. Et puis, moi, j'ai été chanceux. J'ai un petit scratch ici. Une petite blessure de guerre ici. On va pas voir sur la caméra, c'est pas grave. Puis ça va. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, là, faut vraiment pas que je manque mon podcast. Moi, je pensais juste au podcast. Oui. J'irai à l'hôpital demain, on verra. Mais en tout cas, j'espère que ça va parce que sinon, on arrête ça là, puis on t'amène à l'hôpital direct. Mais je vais être un petit peu funky, mais honnêtement, j'ai hâte de prendre du scotch. Ah ouais, ça aide toujours. Le scotch aujourd'hui est une gracieuseté de David Grégoire. Oh, ben oui, absolument. Qui est un Hailey Bar, c'est un Bruichladdich. Ouais, un Bruichladdich. Tu prononces mieux ça que moi. C'est région de Hailey, donc c'est très tourbé. Ouais, ça c'est bien ça. Je l'ai déjà vu, je sais qu'il est très doux, on voit aussi dans sa couleur, il n'est pas super foncé pour un Hailey. Combien d'âge ça? On va pas t'en donner trop hein, pour tes petites filles tantôt. Donc celui-là, OK. C'est un 12 ans? C'est un 6 ans. Ah, c'est un 6 ans, plus jeune. Qui est plus pâle. Ouais, regarde, on va faire un test de goût. OK, on va faire un test de goût. Cheers, merci de l'invitation. Ouais, très bon. Imagine le dos. Ouais. Comment il doit être. Ah ouais, ça doit être incroyable. Pour de vrai, moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, bref. Ouais. Dernière fois que tu es venu, épisode 2-3, tu étais mon deuxième invité. Ouais. Tellement cool comme entrevue. Honnêtement, là, ça a été dans mes entrevues préférées. Tu es une personne en marketing avec qui j'adore discuter. On n'a pas discuté souvent, mais à chaque fois qu'on a discuté ensemble, je suis comme, Christy, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Il a du vécu, il a de l'expérience. On a discuté dans ces 2 épisodes-là, si les gens veulent aller les réécouter, je recommande fortement. On a parlé de tes débuts lorsque tu faisais des t-shirts sur Teespring. Ouais. On a parlé du lancement de Ghost Rider. On a parlé de ta fameuse stratégie, ton étude de cause que tu as généré 60 000 adresses courriels quasiment gratuitement en faisant un sondage, un quiz. Un quiz, exactement. Avec la pub Facebook et un Tripwire. Donc, ceux qui ne connaissent pas la stratégie du Tripwire, excessivement bien exécuté dans le contexte d'un e-commerce. D'habitude, on fait ça dans d'autres. Dans l'infoproduit, dans les produits de marketing, en général, c'est là qu'on le voit le plus souvent. Là. Ouais. Et puis, d'habitude, on prend un infoproduit aussi pour être capable de rentabiliser son offre. Exactement. Ça, c'est un produit physique. C'est cool de voir aussi que cette stratégie-là se fait dans d'autres contextes. Ouais. Et puis, à partir de ce moment-là, lorsque j'avais vu ta conférence Shopify, tu avais parlé justement que tu avais continué à faire des groupes
des pages Instagram centrées autour de certains intérêts de niche, des groupes Facebook centrés autour de certains intérêts de niche. Tu utilisais ça pour être capable de lancer des brands, de générer du trafic sur ton e-com. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu as comme projet depuis ce temps-là? Juste un... Ben écoute, arrive un moment donné où on doit focusser, dans le fond. C'est ça la vie. La vie nous ramène, en fait, à un moment donné, un chemin qu'il faut prendre où il faut être, se spécialiser, puis il faut mettre plus son énergie. J'avais à un moment donné 10 brands que je m'occupais. Puis, 10 brands, c'est beaucoup. Puis, il faut scaler ça en termes de personnes aussi qui te supportent. Puis, d'investissement, de logistique, de ci, de ça, etc. Puis, il a fallu que je prenne une décision à un moment donné pour dire, qu'est-ce que je fais? Je continue-tu là-dedans à être à 10 000 endroits différents ou je prends 2 endroits ou 3 endroits où que je maîtrise mieux puis que je creuse plus. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Puis entre-temps, tu vois, pas longtemps après notre entrevue, j'ai commencé aussi à recevoir beaucoup de gens en fait qui m'appelaient, qui me disaient « Hey Phil, je t'ai entendu ou je t'ai vu ou à travers mon groupe, etc. Peux-tu m'aider à développer mon commerce e-com? » Tout ça. Fait que tu sais, j'ai eu quelques clients comme ça puis ça n'a jamais été mon focus vraiment. Jusqu'à dire, écoute, tu sais, moi, j'aime ce que je fais, j'aime aider les gens, j'aime voir de la croissance, j'aime les gens aussi à réaliser qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé, tu sais quoi, là, je vais essayer de prendre le meilleur de moi, le meilleur aussi de ce que je fais, puis de le proposer, en fait, à des clients. Fait que ça m'a pris, je te dirais, un bon 2 ans à trouver la formule qui fonctionne. Tu sais, autant la formule d'affaires, les processus, l'équipe qui m'entoure, les bonnes personnes pour être capable de l'offrir. Puis, cette année, en janvier 2019, c'est là que j'ai dit, là, je me lance en grand. Je lance mon agence e-commerce. Je garde 2 brands qui sont à moi, qui sont un peu mon sandbox, mon terrain de jeu. Un brand qui est très saisonnier, je te dirais, où je vends des ugly sweatshirts une fois par année. C'est 3 mois à peu près que ça prend. Et l'autre qui est Goth Rider, qui est plus un brand que je vois long term. Tu sais, c'est un investissement d'année en année. C'est pas le brand que je veux scaler up en 1 an, vendre ça. Je veux construire une histoire, je veux construire de la proximité avec les clients. Puis, au fil des ans, c'est ce que j'ai appris, puis c'est ce qu'on voit aussi entre aujourd'hui une boutique ou des entreprises qui réussissent bien versus d'autres, c'est tout le côté expérience client. Tu sais, comment t'accordes de l'importance aux gens qui achètent de chez toi, dans le fond. Puis ça, c'est une dynamique, puis c'est aussi l'aspect proximité. Une chose que je regarde souvent avec les clients, c'est qui le facing de leur entreprise? Tu sais, ils veulent-tu être le facing ou ils veulent avoir quelqu'un? Mais s'ils ont quelqu'un, là, il faut qu'ils comprennent qu'ils donnent beaucoup de pouvoir à ces gens-là et il faut qu'il y ait une confiance quasi aveugle parce que tout vient là. Puis même à un certain moment donné, est-ce que cette personne-là va perdurer dans le temps? Tu sais, j'ai un ami qui, lui, a beaucoup de succès, il est dans les cosmétiques. Tout son brand, en fait, a été bâti alentour de cette personne-là, en fait. Et ils étaient partenaires 50-50 et malheureusement, la personne est tombée très malade, est décédée. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que là, tu perds cet ambassadeur-là qui est le front aussi. Donc, il y a toujours 2 côtés à l'aspect, puis c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de vraiment bien se positionner, de voir est-ce que quand on bâtit une business, quand on s'engage avec quelqu'un, est-ce que on veut chercher le facing, est-ce qu'on veut que ça soit nous le facing? Puis après ça, découle aussi la relation client, l'expérience, c'est qui le porte-parole, c'est qui va faire un peu le message direct qui va être en arrière. Qu'est-ce que ça va rapporter aussi? Ça, c'est un point qui est tellement fort parce que je vois beaucoup de boutiques, justement, que tu essaies de te lancer ta boutique, puis c'est très, très impersonnel. Tu vois pas c'est qui le founder, tu vois pas c'est qui est derrière cette entreprise-là. Puis Lydiane, qui était venue la semaine passée, j'avais été regarder sur son site web un petit peu avant l'entrevue. Puis ce qui était cool, c'est que dans ses descriptions de produits, elle disait « J'ai essayé ce maillot-là, je l'ai testé pour vous. » Puis tu sais, c'est au jeu tout le long de son site. Puis elle est dans un extrême, pas si extrême que ça, mais dans un des côtés de la balance sur le brand personnel versus impersonnel. Mais les gens, systématiquement, trop tôt, ils essayent de se faire comme s'ils étaient Nike. Oui, exactement. Puis c'est comme ma belle-mère, avant de l'huile d'olive en ligne, Olive et gourmandise. Et puis là, je suis en train de regarder pour ses infolettres, tu sais. Puis c'est pas signé en bas. Catherine. Ouais. Il n'y a pas sa face. C'est écrit au on. Puis c'est pas... fait que c'est de rapporter, je pense, cet aspect-là.
Puis c'est une très grosse décision à se dire, est-ce que tu te brandes ou pas? Si tu brandes, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est tough? Parce qu'en même temps, si tu te brandes pour vendre ta business après, c'est difficile. Tu peux pas vendre une business qui est tight avec ton nom. Fait que c'est plein de décisions comme ça qu'il faut... tu sais, comme la tranchée, c'est super intimement relié avec Olivier Lambert. Donc, pour moi, la tranchée, je peux pas être tanné et dire « Ah, là, regarde, je la vends, tu sais. » Exactement, c'est ça. Il y a comme des risques, il y a des... Absolument. Puis c'est ça qu'il faut mesurer aussi au départ. Surtout quand comme tu disais, je pense que la première chose, c'est que, les gens, oui, ils veulent pas nécessairement se mettre de l'avant pour plusieurs raisons. C'est des fois, oui, ils veulent tout de suite créer une grosse personnalité en arrière du brand, mais c'est excessivement dur. Faut dire, tu sais, qu'un Nike ou même, à plus petite échelle, Lululemon, tu sais, ça a pris 15 ans à bâtir le brand pour qu'il soit reconnu. Nike, ça fait, je sais pas, 40 ans, c'est que ça existe, sinon plus. Under Armour, c'est la même chose, mais le gars d'Under Armour, là, au début, là, quand il présentait son produit, il se présentait lui-même, là. Il allait cogner aux portes lui-même. C'était le facing, c'est devenu après. Les gens font confiance à une personne. Puis c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est pas parce qu'on est en arrière d'un écran qu'on doit agir comme si on était un robot. Au contraire, les gens vont accorder beaucoup plus de crédibilité si toi, tu es en avant. Puis encore plus, ils vont être prêts à acheter parce qu'ils savent que hey, c'est une vraie personne, qu'elle soit dans son sous-sol. Puis si tu as honte d'être dans ton sous-sol, faut que tu te poses une question. Tout le monde a commencé dans son sous-sol ou dans son garage. Tu sais. Fait qu'il faut pas avoir peur de dire, écoute, moi, je commence, puis c'est moi-même qui est en avant, je fais mes produits, j'en suis fier. En même temps, tu sais, c'est un gage de fierté. Puis si tu as peur, ben trouve-toi peut-être un partenaire ou quelqu'un qui peut au moins commencer ce début de relation-là. Puis si éventuellement, dans ton plan à long terme, c'est d'avoir une vision plus brand globale, ben ça va venir plus tard. Tu sais, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, là, tu sais. C'est étape par étape. Fait que ça, je pense que la relation elle est primordiale aujourd'hui. D'autant plus, tu sais, on va trouver ça drôle. Là, je fais vraiment un switch avec le coronavirus, tout ce qui se passe. Pas de problème. Puis, tu vois que là, les gens commencent à être confinés chez eux. Là. Tu vois ça en Italie, en Allemagne, etc. Les gens, ils sortent plus. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont perdre le contact humain. Fait que cet aspect-là est très important. Puis encore plus, en Italie, on le sait, les gens, ils aiment ça se rapprocher, ils aiment ça aller boire leur café. Si tu comprends un peu leur style de vie. C'est peut-être pour ça que ça a pogné plus en Italie. Exactement, c'est ça. Tout le monde donne des bisous sur la bouche, pas sur la bouche, sur la joue. Puis tu sais, let's go, tout le monde est super friendly. Mais là, ils vont perdre ce côté-là. Tu veux pas le perdre, ce côté-là. Si tu vas en ligne, tu veux aller de l'avant, puis tu veux dire, hey, ben moi, mon café, c'est comme ça que je le moue, etc. Tu sais, je sens l'odeur. Tu sais, les gens, ils vont le voir un peu visuellement. Ils sont très gestuels aussi, tout ça. Mais en fait, tu sais, là, j'extrapole, mais c'est un peu ça où on est aujourd'hui. C'est qu'il faut se rendre compte que le côté personnalisation, le côté connexion avec la personne est super importante et plus importante aujourd'hui qu'elle n'a jamais été parce que justement, le contact se fait on passe par un ordinateur, on passe par des machines, on passe par ci, par ça. Fait que tout ça se perd. Fait qu'il faut le garder. Quelqu'un que, je trouve qu'il l'exprime bien, puis tu l'as eu justement en entrevue. Puis il y a des gens, c'est moi, ce que je vois, c'est très clair. Tu l'aimes pas, c'est François Lambert, tu sais. Moi, j'adore son approche parce que justement, c'est ce qu'il fait, puis ce qu'on voit en ce moment, son succès, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça veut dire, c'est créer la relation, créer des histoires, créer une connexion avec les gens, la proximité, il a la proximité. Ça, c'est un des meilleurs exemples que tu peux faire quand tu bâtis justement une entreprise. Lui, il a décidé de la brander 100% lui-même, c'est correct, comme le sirop Lambert, en fait, ou n'importe quel. Lambert, c'est un bon nom d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Adrien Gagnon, même chose, il a décidé de mettre son nom, etc. Tu le vois plus, mais il est encore là, mais tu sais, un n'empêche pas l'autre, là, dans tous les cas, là. Ce qu'il faut retenir, c'est la connexion avec les clients, l'expérience client avant tout. Exact. Puis ça, faut que ça se fasse ressentir, pas seulement au niveau
du brand de l'entreprise, je veux dire l'image de marque ou qu'est-ce qui est marqué sur ton site web ou peu importe, mais c'est dans toutes les communications que tu as sur les médias sociaux. Tu sais, c'est sur ton compte Instagram, c'est sur ton compte Facebook, c'est sur ton Pinterest, t'en as un. Ouais. Puis trop souvent, ce que je vois, c'est que les gens vont partager un produit, tu sais, ils vont marquer ben voici une superbe table, cette table possède 4 pattes en aluminium, c'est une très bonne table, tu sais. Ouais. À la place de raconter l'histoire en arrière de la table. C'est ça, c'est ça. C'est qui l'a designé? Comment est-ce que tu l'as fait? Où est-ce que tu as été chercher les matériaux? Comment est-ce que tu es arrivé pour... C'est quoi le problème qui t'a amené à designer cette table-là? Voilà. Est-ce que c'est parce que toi, tu sais, t'as un genre de divan, mais ton divan, tu peux pas mettre de pattes en dessous. Fait que tu peux pas t'acheter les espèces de petites affaires, tu sais, pour manger tes nachos en regardant Netflix, là. Ouais. Fait que là, c'est une nouvelle sorte de table que tu mets sur le côté à la place, par en arrière, puis là, ça te permet de manger tes nachos pendant que tu écoutes Netflix. Regarde, en ce moment, j'ai le goût d'acheter cette table-là. Ben oui. Je ne sais même pas à l'heure de quoi. Ben non. Ma carte de crédit est là. Elle est prête. Mais là, sort là. mais c'est exactement ça. En fait, il faut imager, il faut raconter. C'est pas juste une histoire de fonctionnalité. Oui, il y aura toujours des gens qui sont très stickés sur les fonctionnalités. Ça, on va souvent dans le côté techno. Là, la personne veut savoir la performance, quel chip de carte graphique que c'est, que ça. Est-ce que ça va vraiment lui apporter? Mais au bout de la ligne, là, lui, ce qu'il veut, là, c'est être sûr que quand il joue à son jeu vidéo, là, que ça lag pas, qu'il y a une expérience immersive, puis merci, bonsoir. Là, fait que c'est un peu la même chose. Puis même dans les pubs qu'on fait, souvent on voit des pubs sur Facebook, Instagram, c'est très flat, ça raconte rien. L'image doit même raconter quelque chose. L'image doit amener les gens, je vais extrapoler, mais en transe quasiment. Ils se voient avec ça. Ils sont capables de se mettre dans la situation de, oui, avec mon scotch, je me vois justement en Écosse, avec les brebis qui passent en avant, puis l'herbe verte, le vent qui passe, etc. C'est comme, faut que t'aies ça, dans le fond. Faut que t'aies cette ambiance-là, là. Fait que c'est ça l'idée, c'est ça la connexion qui doit être créée avec les gens. Puis les gens, justement, ils vont acheter à ce moment-là. Tu vas pas être obligé de leur forcer ça, de leur mettre dans la bouche. C'est souvent aujourd'hui ce que je vois, puis la plupart des marketeurs, ils pensent à une affaire. Comment je peux tweaker l'algorithme Facebook pour faire acheter les gens? Le problème n'est pas là, là. Il est comment tu vends ton histoire avant tout. Puis ça va faire la différence. Si tu vas avoir un bon retour sur investissement, si les gens vont vouloir rester avec toi. Puis après ça, il y a tout le reste de l'expérience qui vient avec. Là. Fait que, ouais. C'est tellement un bon point, justement, les marketeurs qui sont un petit peu plus techniques, qui souvent vont perdre l'élément psychologique de la publicité. Ouais. Qui, ça, à mon sens, ça va ensemble. Faire de la pub Facebook, c'est pas juste mettre une image, un texte, puis mettre 50$. C'est pas mal plus deep que ça. Faut que tu connaisses puis que tu cares sur l'identité de ton consommateur. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il a peur, pourquoi qu'il passerait à l'action, c'est quoi les raisons qu'il se donne dans sa tête, pourquoi il n'a pas encore passé à l'action, peu importe c'est quoi ton produit ou ton service. Puis moi, ce que je trouve qui est vraiment intéressant avec toi, c'est justement dans ton entreprise, dans ton projet Ghostwriter, c'est parfait parce que ça te démontre justement ta compréhension du consommateur dans ta niche. Quand tu me parlais justement des groupes que tu avais créés, c'est quoi, c'est Biker Mom? Ouais, Biker's Wife, Live to Ride, I'm a Biker, whatsoever. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu connais l'identité de tes clients et tes prospects. Puis ça, c'est quelque chose que, personnellement, moi, quand j'ai commencé en marketing, il y avait beaucoup de gens qui mettaient l'emphase sur l'identité de ton prospect, faire ton avatar, tu fais ton petit dessin. Là, c'est Julie, man. Julie, elle a tel âge, elle magasine à telle place, elle lit tel magazine. Puis, personnellement, je trouvais que c'était niaiseux. Je trouve encore que c'est un petit peu niaiseux parce que si tu es obligé de te forcer à faire un exercice comme ça à cause que tu n'es pas capable de relate à tes clients, c'est peut-être à cause que, d'après moi, tu as un suit, tu es dans une grosse compagnie, tu n'as jamais parlé à ton client de ta vie. Là. Exactement. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est trop... qui est trop souvent le cas. Disons, tu engages une agence, l'agence, elle n'a jamais parlé à tes clients. Puis souvent, elle ne va pas prendre le temps de s'intéresser à ce genre de détails-là. Elle va rentrer direct dans ton compte Facebook. Elle ne va pas s'intéresser à tout le chemin
de vie du client pour être capable de devenir un client, de passer de prospect à client. Elle ne s'intéresse pas à ça. Elle s'intéresse juste à, bon, c'est quoi ton CPM, c'est quoi ton CPC, c'est quoi ton CTR, c'est quoi ton coût par lead, puis on va essayer de maximiser ça. Sauf que là, tu maximises tes leads, sauf que le contexte dans lequel les leads ont été récoltés n'est pas bon. Fait que la conversion sur ton back-end n'est pas là. Fait que finalement, tu as payé pour avoir plein de leads. Oui, l'agence, elle a livré la marchandise, sauf que, ben, elle ne s'est pas intéressée plus que ça. Non. Exactement. À persuader le client d'acheter. Elle a juste persuadé de te laisser un moyen de contact. Exactement. Puis tu sais, faut le prendre, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, en tout cas, là, je me mets évidemment dans la place de l'agence. Ouais. Quand je rencontre un client, ben premièrement, la première chose que je fais, c'est que je n'assume pas que je connais mieux l'entreprise ou le client que lui, il connaît. Lui, il a parti sa business, d'une idée, il a trouvé une façon de faire. Normalement, il est le maître de cet environnement-là, il doit connaître le client plus que moi. Moi, j'ai besoin qu'il m'éduque. Exact. Fait que, et de cette partie d'éducation-là, moi, je vais le challenger parce que je veux vérifier si lui, sa compréhension du client qu'il a, est-elle véridique par rapport au marché qui est actuel? Parce que souvent, ça, c'est un autre challenge. On part dans une idée, on part sur un trip, on pense qu'on a la meilleure idée du monde. On se dit, moi, je suis comme 80% des hommes qui font ça, qui achètent une table de telle façon, etc. Finalement, tu te rends compte que ça s'adresse juste à 20% de la population, puis ils habitent à Matane, tu sais. Fait que, mais t'avais ça en tête, puis tu pensais, fait que, moi, je vais les challenger pour voir, OK, est-ce que ton modèle d'affaires fait du sens? Est-ce que ça... Puis, non pas essayer de réinventer la roue, c'est juste s'assurer qu'on est sur la même vision, la même longueur d'onde. Parce qu'après ça, justement, là, on est plus dans l'histoire. Qu'est-ce que le client, il aime? Qu'est-ce qu'il mange? Où il va? C'est quoi ses habitudes de consommation? Qu'est-ce qui fait qu'il aurait besoin d'une table de ce genre-là? Est-ce qu'il va sur... c'est quoi son parcours web traditionnel? Y est-tu plus Facebook? Y est-tu plus Google? Y est-tu plus Pinterest? Donc, c'est quelqu'un qui traite vraiment y est-tu sur house.com? Puis il regarde toujours des affaires très fashion, d'un autre niveau. Donc... tout ça, faut mapper ça. Des fois, ça n'a pas nécessairement besoin d'être écrit, mais d'avoir les grandes lignes pour qu'autant que ça soit un point de référence. Puis le point de référence, c'est très important parce que c'est ça qui nous ramène. C'est trop facile de justement partir sur une chire, comme on dit, puis dire, on avait cette idée-là, puis là, on tombe dans la poutine, puis on oublie notre idée d'origine, tu sais. Alors, c'est important d'avoir toujours un côté de référence. Je vais peut-être du coq à l'âne, mais dans le fond, c'est ça. Tu sais. Donc, avoir l'histoire, d'avoir le profil, être sûr qu'on est sur le bon profil. Puis, comme ça nous ramène à dire, ben écoute, là, on pensait que c'était ça. Ah ben, si tu viens de voir une opportunité, parce que souvent, ce qui se passe, c'est ça, là. C'est que là, tu as vu ton affaire, tu as vu ton truc, tu es parti, tu as commencé à faire de la publicité, tu vois des ventes rentrer, puis là, tu vois, oh, une opportunité. Là, la madame dans le commentaire, elle m'a dit, hey, ça serait le fun d'avoir un cendrier de telle façon. Puis là, tu te dis, on va commencer à faire des cendriers. Fait que là, tu te dis, bon, ben, je vais rajouter des cendriers à ma table. Puis là, c'est une madame. Fait que cette madame-là, c'est les madames qui achètent des cendriers. Fait que là, je vais commencer à faire une pub de cendriers aux madames. Puis là, ce que tu fais au bout de la ligne, c'est que tu te disperses puis tu t'éloignes de ton point d'origine parce que ton core business, c'est de vendre des tables. C'est pas de vendre des cendriers. T'sais. Fait que là, je vais peut-être sauter par là, mais tout ça veut dire que bien connaître son avatar, bien connaître la personne, bien connaître aussi l'origine de l'idée va faire en sorte que tu vas prendre des décisions beaucoup plus éclairées au fil du temps, plus que tu vas grandir. Puis il n'y a rien de mal à avoir des produits ou des projets complémentaires, mais il faut que tu t'assures de justement pas partir large trop vite, trop tôt, dans le fond. Comme ça fait. Comme j'ai fait. C'est pour ça que je parle par expérience. Parce que c'est l'excitation. Tu sais, quand on sent certainement Facebook, je te dirais des fois, ou tout ce type de plateforme-là, peu importe, tu mets de l'argent, tu reçois de l'argent, c'est comme un ATM, on dirait que tu sais, fait que là, t'es super excité, t'as l'impression que là, tu contrôles le monde, puis là, t'es capable de tout faire. Jusqu'à un moment donné que là, tu reçois une vraie claque sur la face, puis là, tu te dis, OK, bon, ouais, ramenons les choses, revenons à la source, puis de là, après ça, on recommence, puis on travaille vraiment en sillon, là, plus perfectionné, là, disons. Là, tu sais. Puis,
c'est sûr que toi, avec ta boutique Gutrider, tu as beaucoup de produits. Ouais. Ça fait que là, mettons, on parle d'une fille qui a une table, puis elle décide d'être un petit peu plus variée puis de faire des cendriers, mettons. Fait que c'est deux produits. Dans le fond, si tu rajoutes un autre produit dans ton pipeline, puis ça fait en sorte que tu es un petit peu plus, peut-être un petit peu diffus dans qu'est-ce que tu fais. C'est sûr que tu ne vas pas nécessairement te lancer un autre brand pour vendre des cendriers, mais peu importe. Où ce que je veux en venir, c'est les gens sous-estiment le potentiel que tu peux avoir avec ne serait-ce qu'un seul produit. Absolument. C'est nous, avec nos couvertures, là, que tu as essayé tantôt. On va te la lancer à nouveau. Il faut aller au gym pour porter ces couvertures. Oh my God! C'est confortable. Non, ils sont confort. Mais oui. Ils sont confort. Fait que, juste cette couverture-là, si on fait une analyse sur Amazon, je pense qu'il s'en vend pour 300 000 par mois. Nous autres, on n'a pas ce volume d'affaires-là, mais je pense qu'en décembre, on a fait quelque chose comme 50 ou 55 000 de ventes. C'est juste avec un seul produit. Absolument. Puis, on n'a pas fait plus de ventes qu'il fallait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'inventaire. À chaque année, on en rachète de plus en plus. Puis on se dit, comment il va nous en rester cette année? Puis il n'en reste jamais. À cause que le marché est vraiment plus gros que ce qu'on pense. Puis une fois que tu as épuisé le marché au Canada, tu as le marché aux États-Unis, tu as le marché en Europe. C'est ça. Fait que tu peux avoir un seul produit puis maîtriser ce produit-là. Puis il n'y a aucune honte là-dedans. Là. Non. C'est sûr que c'est un risque quand tu as juste un produit. Fait qu'idéalement, un moment donné, tu peux branch out pour aller en chercher d'autres. Absolument. Mais à mon sens, ça va pas avant d'avoir fait un gros paquet de cash avec un produit. Mais en fait, je te dirais, il n'y a pas de mal à avoir plusieurs produits. Ça dépend vraiment de la stratégie que tu veux employer. Par contre, souvent, en fait, les entreprises qui réussissent et réussissent bien ont souvent 1, 2, 3 SKU. On va voir ça. L'autre chose, c'est que il y a... Tu sais, justement, il y a des anciennes mentalités, surtout dans le monde du SEO puis du Google AdWords, qui disaient que si je suis capable d'avoir le plus de produits avec des long tail keywords, puis ramasser le marché, puis ramasser le trafic, je vais bien me positionner. Puis même si ces produits me rapportent pas, ils vont peut-être acheter quelque chose de mon site puis que je vais faire de l'argent de l'autre côté, tu sais. Puis ça, c'est vraiment jouer large. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui est de plus en plus, je dirais, risquée parce que les coûts d'acquisition sont excessivement élevés, à moins que tu aies un bon référencement naturel SEO à ce moment-là, que tu as acquis, en fait, avec le temps. Et là, je te dirais, mais encore là, c'est que tu vas te diluer sur ton inventaire. Fait que là, tu vas avoir beaucoup de choses. Tu sais, je regarde certains clients, puis ils ont un inventaire beaucoup trop élevé qui attire du trafic SEO, mais qui ne vendent jamais. T'sais? Fait que ça crée une certaine lourdeur côté comptable, là, disons, qui ne devrait pas être là. T'sais? Et ça diminue la valeur de l'entreprise aussi. Donc, s'ils sont pour faire un exit, puis là, la personne qui est là pour acheter, puis là, il regarde la fréquence à laquelle ces produits-là qui sortent, il va dire, tabarnouche, ça fait 6 mois là, que ça, c'est ces tablettes, là, ça va tout sortir, puis tu en as 100 en stock. Là. T'sais, je ne veux pas racheter ton inventaire qui est mort, dans le fond, qui ne sert à rien. Fait que, c'est des choses qu'il faut... évidemment, il y a des stratégies justement pour vraiment liquider tout ça. Mais l'objectif, c'est de garder le plus possible. Aujourd'hui, on est dans un ère de lean business. Ben, il faut garder cette mentalité-là lean. Puis, tu sais, tes couvertures, si tu rajoutes un autre produit, ben ça va probablement faire du sens si c'est complémentaire, là, tu sais, parce que les gens, justement, tout ce que ça va faire plutôt augmenter le AOV, en fait, l'average order value ou l'achat moyen du client, puis son lifetime value qui est sa valeur à vie du client aussi, parce que ça vient jouer dans le coût d'acquisition éventuellement. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, le coût d'acquisition augmente de façon incroyable. Sur Facebook, on l'a vu des dernières années. Tu passais à... Tu sais, quand je vendais des t-shirts, ça me coûtait 3$ par t-shirt à vendre directement sur Facebook. Aujourd'hui, si ça me coûte 30$, je suis heureux. Tu sais, ça donne une idée. Je fais pas d'argent avec des t-shirts, tu sais. Fait que c'est la même chose. Sauf que si ton client, tu l'acquiers à 30$, puis tu sais qu'il va acheter un deuxième produit que lui, tu as plus de marge parce que tu l'as vendu par tes courriels, ben là, ça va valoir la peine, mais tout vient de bien connaître ces chiffres là, au bout de la ligne. C'est ça. Avant de poursuivre, je vais juste enlever la couverte. Là, je veux pas que tu t'endormes. Parce que là, je vais avoir chaud. Pendant le podcast, c'est beaucoup trop oui. Mais, tu sais, comme même temps, on peut reprendre l'exemple de ça. Ce qui fait du sens dans ce contexte-là, c'est, un oreiller. Oui, absolument. Mais faut que l'oreiller, faut pas que ça soit juste un oreiller, tu sais. Ça soit un oreiller qui a quelque chose qui est en lien avec, peut-être que je sais pas, même un oreiller de 20 livres, on va le faire. Ouais.
Je sais pas pourquoi, pour les bagarres d'oreiller. Ben oui, absolument. C'est très bon, des bagarres, surtout lourds comme ça. Exact. Ou des oreillers pour faire de l'exercice, faire des squats avec. Mais tu sais, on pourrait comme se rajouter des choses qui sont complémentaires. On va pas rajouter une chaise, mettons. Non, c'est ça. Ouais. Puis, parce que dans le fond, dans ton pipeline, tu vas avoir un produit d'entrée, tu vas avoir un produit d'upsell, tu vas avoir un produit de premium, où tu as plus de valeur de marge dessus. Exactement. Mais toujours un peu comme quand tu t'en vas au Starbucks, tu as un café filtre à $1, tu as un latte, tu as un cappuccino, tu as un mochaccino avec la crème fouettée. Dans le fond, d'avoir toutes ces offres-là, ça permet de dire à la personne, dépense autant que tu es à l'aise de dépenser chez nous pour avoir le produit X. Comme avec l'iPhone, si tu veux avoir un téléphone, tu as le choix de payer 2000$ ou tu as le choix de payer 500$. Puis là, ça dépend de ton portefeuille, tu sais. Mais tu vas avoir le même produit. Oui, absolument. Je pense qu'il faut que le monde y pense un petit peu de cette façon-là quand ils font leur stratégie de pricing, leur packaging aussi, tu sais. Mais faut pas que ça, en même temps, il ne faut pas que ça soit un frein à commencer. Ça, c'est l'autre chose souvent qu'on voit. Toi, tu as dit, moi, j'ai vu cette opportunité-là, j'ai sauté tout de suite, je me suis mis à vendre. Tu n'as pas attendu d'avoir ton coussin pour vendre, tu comprends? Tu as ramassé le data, là, tu commences à comprendre ta clientèle, là, tu te dis, bon, ben, peut-être que tel type de produit serait complémentaire. Beaucoup de gens vont dire, ah ben moi je vais lancer ce produit-là, mais je vais avoir ça comme produit aussi. Je veux pas que mon magasin ait l'air vide, tu sais. Les gens ils le voient pas parce que tu promouvois un produit qui répond aux besoins qu'ils cherchent à ce moment-là, tu sais. Donc et puis l'autre chose que tu veux faire, c'est justement acquérir du data. Tu veux connaître plus. Tu as encore des hypothèses sur ton persona, etc. Tu veux les valider. Ben, la meilleure façon de valider, c'est de leur faire acheter quelque chose puis voir combien ça coûte. Est-ce que ces gens-là, éventuellement, quand ils ont acheté assez, tu leur fais un survey, dans le fond, un suivi avec un sondage, puis tu veux en apprendre plus sur plusieurs points. Est-ce qu'ils ont aimé la couverture? Qu'est-ce qu'ils verraient comme produit complémentaire? Aujourd'hui, on parle beaucoup de user-generated content, en fait du contenu qui est généré par les clients, en fait, ou par les gens, mais ça s'applique aussi au sondage. On veut laisser la parole aux gens, on veut laisser les gens nous dicter qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Puis plus qu'on a d'informations à partir de là, plus qu'on est capable de justement peut-être bâtir un produit qui est sur mesure à cette ligne de personnes-là. Puis là, après ça, tu vas pouvoir en profiter, là, parce que les gens, tu vas bâtir exactement ce qu'eux, ils voulaient. C'est sûr qu'ils vont l'acheter, tu sais. Puis, ça vient d'un pop en tête, mais dans le fond, tu as des vêtements, sûrement que tu as des retours en lien avec ton linge, peu importe. Tu as des formulaires de RMA sur ton site web. De rendre ça facile, mais de deux, poser des questions. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est trop grand? Est-ce que c'est parce que le tissu n'est pas adéquat? Est-ce que c'est parce que la couleur n'est pas comme ce que tu pensais? Il faut être capable d'évaluer justement, c'est quoi les données non seulement sur l'utilisateur, mais sur tes produits. Exactement. Parce que toi, tes produits, tu sais, peut-être que tu as 2-3 samples chez vous, tu les regardes, ils ont l'air tout correct, mais tu ne contrôles pas 100% de la chaîne de production, tu n'en as aucune idée. C'est quoi le taux de défectuosité que tu as sur une ligne de produits? Absolument. Combien de fois ton chandail s'en va dans la laveuse avant qu'il devienne scrap? Fait que ça serait même de proactivement demander aux gens, hey, ton chandail que tu as acheté, est-tu encore beau? Ou peu importe si tu vends de la nourriture ou peu importe, c'était-tu bon? Qu'est-ce que tu as acheté? Tu as-tu goûté? Tu t'en sers-tu? Tu fais-tu des recettes? Si tu t'en sers, comment est-ce que tu t'en sers? Justement, Mélodie, on devrait rajouter ça dans notre boutique Shopify sur les couvertures. Hein? Why not? Mais ça fait partie de l'expérience client, puis juste de poser la question, ça fait que les gens sous-entendent que tu prends soin d'eux, parce que tu veux avoir leur feedback, tu sais. Puis si tu le fais justement de façon proactive avant même qu'ils viennent, encore mieux. Tu sais. Souvent, le problème, c'est que tu le sais trop tard. La personne a reçu justement un problème de couture sur le côté d'un chandail pour XY raison. Là, comment tu réagis? Tu sais? Fait que tu sais, nous autres, pour notre boutique Doggy Sweatshirt, ça, c'est pas de problème. Garde-le, je t'en ship un autre. Je veux même pas le revoir, je veux même pas me casser la tête. Tu le donneras, tu le recoudras toi-même. Là, tu le donneras à ton oncle ou à whatsoever. Mais tu sais, je t'en donne un autre, pas de casse-tête. Merci, bonsoir. Tu sais. Mais
justement, être capable de faire le suivi, être capable juste d'être proactif, de savoir aussi qu'est-ce qui revient souvent comme problème, comme tu disais, des fois la couleur. Ça, c'est une chose qu'on a vue parce que la technique qu'on utilise pour imprimer sur les Ugly Sweatshirts, ben, ça peut avoir une certaine variation de la façon dont la presse est faite, etc. Un paquet de trucs comme ça. Donc, comment on peut arriver avec notre fournisseur à standardiser tout ça pour que l'expérience l'année suivante soit mieux ou etc. Là. Mais il faut avoir un contact direct avec les gens puis être en avant de ça pour assurer vraiment la meilleure expérience. Ça, c'est sûr. Avec ton entreprise Gutrider, est-ce que tu as fait des événements physiques avec la communauté qui s'est bâtie autour du brand? J'ai commandité des événements et j'ai été dans des événements directement pour voir comment ça se passait, comprendre le milieu. Puis ça, c'est quelque chose souvent que je conseille justement. J'ai loué une moto. Ouais, j'ai loué une moto, je me suis cassé la gueule. Mais oui, en fait, j'ai fait ça parce que je voulais me rapprocher en fait de la communauté. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'ils écoutaient, qu'est-ce qu'ils lisaient même comme magazine. On a fait une association à un moment donné avec un magazine, voir c'est quoi le type de retour, est-ce que les gens ils sont vraiment au fait encore. C'est ça, on a eu des stands, des contacts directs avec les gens, on a commandité un paquet d'affaires. On s'est rendu compte que c'était très enrichissant côté connaissance du client, puis mettre un visage au type de personnes qui achètent notre type de produit, comprendre leurs habitudes de consommation, où ils vendent, à qui ils s'associent également. Le truc où ça a été moins intéressant, c'était dans la rentabilité de ces commandites-là. La raison est que pour une commandite, par exemple, de 1500 à 3000 $, souvent, tu auras 0 retour direct, ou si tu as un retour, il va être dans très longtemps. Puis ça demande beaucoup d'efforts pour relancer les clients qui sont venus ou qui t'ont vu dans des événements comme ça, versus mettre ce même montant sur Facebook où tu peux voir tout de suite un retour, peu importe le coût que ça a. Donc moi, dans le fond, souvent, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'y aller. Aller à des événements. Imprégnez-vous, en fait, de la communauté ou du groupe ou de la niche où vous êtes. Faites le plus possible. Comprenez vraiment votre client. Parlez aux gens dans l'industrie, tout ça. Mais investissez pas tout de suite. C'est à court terme, si vous n'avez pas l'argent, même chose, ça va être une dépense que vous allez avoir beaucoup de mal à mesurer puis qui risque de vous pogner dans la gorge pendant longtemps, comme on dit. Donc, mais de façon instructive, c'est très bien. On est très loin de l'événementiel, parce que j'ai fait de l'événementiel il y a 10-15 ans maintenant, puis on est très loin de ce que c'est aujourd'hui, puis de la façon que les gens consomment, puis accordent de l'importance aux brands qui sont dans les événements versus à ce qui est aujourd'hui, en fait. Là. Tu veux dire que maintenant, on accorde moins d'importance aux commanditaires? Oui, exactement. C'est ça. Les gens accordent moins d'importance. Ça reste encore... ce qui est dommage, c'est que on rentre dans une époque où tout est super mesurable. Donc, les gens, avant de mettre de l'argent, évidemment, ils veulent avoir un bon retour. Puis là, on rentre dans une espèce de catch-22 en ce moment. Les gens, les sponsors mettent de l'argent, ils voient pas le retour parce qu'ils sont plus capables de le mesurer. Avant, ils rentraient ça dans un budget XYZ. C'est comme ils n'essayaient même pas de le mesurer. C'est comme les panneaux d'autoroute. On met ça là, il est supposé avoir tant de millions de personnes supposées, évidemment, puis si ça fait un retour, ça fait un retour. Aujourd'hui, on est beaucoup plus près des chiffres. Puis là, on se rend compte de l'autre côté que les gens qui sont venus voir le brand puis qu'il y a eu un retour, ben ils s'en foutent au bout de la ligne. Fait que là, tu arrives, tu veux monter des événements en place, puis tu as du mal à aller chercher des commanditaires, puis de toute façon, c'est pas ça la plus-value. Les gens, ils préfèrent avoir des truck food, puis se bourrer la face. Ça va avoir une grosse valeur pour eux versus une marque quelconque de cellulaire qui va s'afficher, qui va avoir 0 retour au bout de la ligne. Tu sais. Ouais. Mais l'événement en tant que tel, pour le vibe, pour comprendre justement, peu importe les événements que vous allez, là, que ce soit des événements musicaux, des événements qui sont très ciblés, quand tu rentres dans un type de marché, c'est important de s'imprégner, même de connecter, de networker avec des gens justement pour connaître cet univers-là. Là. Ça va donner un plus, vraiment un plus sur la perception ou les hypothèses qu'on a souvent. Là, c'est là que je dirais. Je pense que dans les types d'événements aussi que tu es capable de
non seulement de juste être commanditaire, mais aussi de t'impliquer à un certain sens. Je veux dire, si tu vends des leggings, Ouais. fais des workshops de yoga, de méditation. 100%. Si tu vends des maillots de bain, tu peux faire des activités nautiques. Puis organiser une espèce de tribe autour de ta brand. Je veux dire, dans le domaine du biking, il y a déjà toutes les... Je sais pas comment ça marche. Je suis complètement... Mais moi, je peux te dire, dans le milieu du CrossFit, j'étais très impliqué pendant des années, puis j'ai vu des brands ressortir de ça. Mais le CrossFit, c'était tellement petit, tellement groupé, c'était tellement familial que t'allais encourager la personne qui sortait sa ligne. Ah, il vient de sortir un t-shirt, il va s'entraîner avec ce t-shirt-là, je veux l'acheter. Puis il y en a qui ont bâti vraiment des beaux brands alentour de ça parce que c'était très, très, très niché, très petit. Ils allaient dans les événements étaient petits. Donc, il y avait du temps pour justement échanger, avoir une connexion directe avec les gens, comprendre leur histoire, comprendre leurs produits, tout ça, tu sais. Comme tu allais dire, dans le milieu du bike ou dans d'autres milieux, oui, il y a tu peux sentir un retour de ce côté-là. Mais dans les événements qui sont beaucoup plus majeurs, à plus grand déploiement, là, c'est quasi impossible de trouver ce genre de truc-là. Là. Ouais. Puis, tu sais, l'idée, dans le fond, derrière mon point sur l'événementiel, c'est juste de rendre le founder puis l'entreprise concrète et réelle dans la vie des gens. T'sais. De faire en sorte que les clients de cette entreprise-là puissent réseauter ou se connaître ou peu importe. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'on est capable de faire avec la création de contenu, avec les Facebook Live. Je ne sais pas exactement, mettons, tu prends une entreprise que, j'ai un de mes clients, diète cétogène. C'est un coach en diète cétogène. Ouais. Ben, tu sais, quand il fait ses Facebook Live, quand il parle de ses recettes, quand il monte ses produits, les gens s'en vont dans le chat, ils laissent des commentaires. Tu sais, d'une fois à l'autre, tu vois tout le temps les mêmes personnes qui reviennent, ils se parlent, ils se contactent, il y a une espèce de petit lien qui se fait là. Puis ça fait des gens que c'est tes ambassadeurs. Puis ça fait la différence entre une compagnie que tu rentres là, tu fais un peu d'argent, après un an, le marché change, tu fais plus d'argent, tu t'en vas. Puis une compagnie qui est là pendant 15 ans. Absolument. Ben encore là, on repart à notre première discussion du début, la relation qu'on établit avec le client. Tout part de là, dans le fond, la connexion. Peu importe la façon que tu le fais, quand il y a une connexion, puis la connexion, elle est honnête et transparente, c'est sûr que les gens vont rester attachés puis ils vont vouloir soit suivre ton brand, ta compagnie, toi-même, puis ils veulent faire partie de ton univers. C'est vraiment ça aussi, c'est que tu as un univers que tu crées, puis ils veulent rentrer là-dedans. Là. Donc, c'est là que ça se passe. Souvent que tu as des amis qui, à travers ta vie, t'ont vu aller, puis là, ils se sont dit hey, « moi aussi, je vais me partir une boutique en ligne, là, ça a l'air le fun, ça a l'air facile. » Ouais. Puis là, ils viennent te parler, ils disent « Ah, vas-tu prendre une bière? » Puis là, comment ça marche, là, cette affaire-là? Puis là, tu les regardes aller un petit peu, puis là, ils se pètent un peu la gueule, ils essayent, ça marche pas, puis ils abandonnent, puis ils retournent travailler. C'est quelque chose qui arrive? Absolument. Bon. Même avant, je vais faire un warning. Là. Je vais leur dire, ça, là, c'est pas un jeu, là, c'est une business, c'est pas dans quoi tu t'embarques. Là. Fait que toutes ces personnes-là, mettons, justement, ton warning, puis ton pitch de, bon, ça, c'est le deal. Ça ressemble à quoi? Moi, en fait, aujourd'hui, c'est que si quelqu'un vient me voir puis qu'il est intéressé à faire du commerce en ligne puis qu'il part de rien puis il dit Phil, j'aimerais ça que tu me donnes une couple de trucs, ben la première chose c'est que je vais dire y a-tu quelque chose par quoi tu es passionné? As-tu une passion en tant que telle? Si la personne me dit non, ben je lui dis trouve-toi une passion parce que ça va commencer par là éventuellement. Sinon, c'est quelque chose qui t'interpelle ou une solution que tu as vue sur quelque chose qui fonctionne pas ou qui est pas assez à ton goût, prends le temps de réfléchir à ça. Quand tu auras une idée plus précise, je vais t'amener en phase 2 qui est connaître un peu le monde du e-commerce, mais par là, je vais référer à quelqu'un qui fait déjà une partie du démarchage. Je suis un peu moins dans l'éducation maintenant. Je vais donner les grandes lignes, etc., mais je suis moins dans l'éducation de A à Z. Qu'est-ce que ça prend de te tenir par la main pour faire tes Facebook ads toi-même, etc. Non, je suis plus là. Et c'est pas par dédain ou etc., c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace et productif quand je prends une entreprise ou quelqu'un qui s'est déjà cassé les dents, qui sait déjà à quoi s'attendre. Il sait que ça sera pas facile, mais il sait qu'on a la même vision, la même direction. Là, on va être comme des bons coéquipiers, puis on va casser la glace ensemble.
Donc, la personne qui va venir, c'est ça justement, ben, je vais la référer, je vais m'assurer qu'il y a peut-être la bonne éducation, les bonnes personnes qui vont suivre, qui vont l'aider. Puis je vais lui dire, c'est un processus qui va te prendre quelques années. Tu sais, tu vas pas arriver demain matin. Oui, tu peux essayer qu'est-ce que les autres te disent, commencer à faire du dropshipping, suivre tel cours-ci, tel cours-là. Ça va te coûter un paquet de milliers de dollars, là, je te le dis d'avance, tu vas perdre de l'argent, mais fais-le. Tu sais, ça va faire partie de ton éducation. Puis après ça, ben une fois que tu es prêt, que tu sens que ouais, c'est pas grave, je suis encore obstiné, je veux vraiment, c'est là que je veux. OK, là on va s'asseoir, on va développer un plan stratégique au niveau, puis on va voir qu'est-ce que ça te prend pour aller à telle étape, tu sais. Puis comme je dis, tu sais, c'est sans prétention, c'est que pendant un moment, tu sais, le commerce électronique où tout ça semblait être le gold rush. Tu sais, tout le monde voulait aller là-dedans. Il y avait des screenshots de plein de gourous qui apparaissaient, faisaient des millions par jour. Ça attirait du monde. Finalement, tu sais, 99% des gens qui ont suivi ces gens-là se sont plantés carrément. Se sont plantés parce que tout le monde vendait le mauvais rêve. T'as l'impression que c'est le bon rêve quand tu vois le screenshot à 1 million, mais ça, c'est le mauvais rêve. Ils te montraient un côté de la médaille. Le côté de la médaille que tu veux pas voir, c'est le travail qui est en arrière. Tu sais, que c'est pas facile. Tu vas avoir des hauts et des très gros bas. Ce qu'il faut souvent oublier, c'est que, puis les gens qui sont vraiment en business vont comprendre, je pense, c'est une business de cash flow. C'est une business vraiment de gestion de cash flow, de flux de trésorerie, parce que des fois, certains produits, surtout en plus aujourd'hui avec les coûts d'acquisition, etc., faut gérer son cash à l'intérieur, faut gérer son day-to-day, faut voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, puis être capable de prévoir parce que, tes systèmes de paiement ne te payent pas la journée même. Il y a souvent un délai, 3, 4, 5, 7 jours. Deuxièmement, si tu importes de la Chine, ben, tu as des délais de livraison, donc il faut que tu avances de l'inventaire d'autant plus. Puis tu as des coûts qui sont associés à ça qu'il faut que tu sortes de tes poches. Si tu fais du dropshipping, c'est pas nécessairement mieux parce que tu as beaucoup de compétition, tu as beaucoup de gens qui vont vendre exactement la même chose, des fois moins cher, parce qu'eux autres, ils ont d'autres stratégies justement pour augmenter la valeur. Donc, toi, au premier coup, tu vas te faire couper les jambes tout de suite. Fait que tu vas avoir moins de possibilités d'aller chercher tes acheteurs. Donc, tu sais, il n'y a pas un modèle qui va faire en sorte que tu vas être mieux qu'un autre, là, tu sais, au niveau du cash flow. Donc, c'est pour ça que il faut comprendre que c'est une business, c'est pas un jeu. Beaucoup de gens le vendent comme un jeu, mais c'est pas un jeu. C'est pas un ATM où tu fais juste aller là, mettre ton PIN puis tu reçois de l'argent à chaque dollar que tu mets. Puis l'autre chose, c'est que faut que tu sois persévérant, faut que tu sois dédié. Faut que tu aies un rêve au bout de la ligne, un vrai rêve, quelque chose que tu veux accomplir, puis il faut que tu aies une mission de fin, dans le fond. Il faut que tu te dises, c'est quoi mon objectif de fin? Ça veut dire, est-ce que je vais en faire un lifestyle business? C'est un objectif. Est-ce que je veux le vendre? Est-ce que je veux aller public? Tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec cette compagnie-là? Quand tu es capable de répondre à ça, là, il y a un modèle qui va s'adapter à toi. Tu sais. Puis, souvent, là, après, une fois que j'explique ça, ben... OK, bon, je pensais que c'était plus facile me retourner à ma job. Tu sais. C'est plus facile, ma job. Non, mais parce qu'il y a un paquet de choses qu'il faut qu'on apprenne quand on se lance en e-com. Ouais. Si tu avais à prioriser, qu'est-ce qu'il faut que cette personne-là apprenne pour être capable d'être en mesure d'aller juste passer le premier step, qui est le step d'éducation. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont trop mettre d'importance sur un aspect ou un autre aspect. Sur le branding, sur les médias sociaux, sur la publicité, sur le référencement, sur justement, tout en a mentionné un que personne ne porte attention, qui est le cash flow. C'est quoi, mettons, les 3 grands sujets où ce que la personne, il faut qu'elle se prenne un bon livre, pas un cours, commence par un livre. Tu sais, c'est comme il y a une personne qui est venue me parler la semaine passée, elle voulait acheter une formation à 5000$ à un gars, puis j'étais comme, yo, lis ce livre-là, 20$. Ouais. Je sais que lui, il a juste lu ce livre-là. Ça, c'est de la bombe. Fait que c'est quoi les aires de compétences importantes que les gens ne pensent pas nécessairement qu'il je pense que la première chose, c'est ça part par l'humain. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un que tu peux suivre ou quelqu'un qui a une source fiable qui va t'aider dans ton processus d'apprentissage et qui va te guider ou qui est une source d'inspiration, mais qui donne les vrais faits et non pas juste des affaires juste pour t'exciter puis que finalement tu tombes dans le funnel puis là tu achètes un produit qui te sert à rien, tu sais. Fait que ça prend des trucs qui sont
très tangible. Et ça prend quelqu'un que tu sois capable de suivre, qui va t'aider dans ton cheminement, un peu comme toi. Donc, il y a des gens qui te suivent et toi, tu les aides à travers tes formations dans le cheminement. Puis, tu sais, c'est solide ce que tu fais de ce côté-là. Donc, tu sais, les gens peuvent avoir confiance de ce côté-là. Maintenant, il y a des gens comme toi qui ont des spécialités. Fait que si toi, ta spécialité, c'est de vendre du cosmétique, puis tu es une renommée dans le e-commerce, puis tu vends du cosmétique, puis tu fais de la formation, colle-toi à cette personne-là. Parce que cette personne-là, c'est la mieux placée pour t'aider à vendre ton produit. Elle est déjà passée par là. Elle a probablement déjà dépensé des millions de dollars de ce côté-là. C'est sa force, tu sais. Ça, donc, pour moi, la première chose, puis tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un mentor en e-commerce, puis ça m'a aidé énormément. Tu sais, ça m'a aidé de façon exponentielle du jour où je suis passé avec cette personne-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a aidé énormément. De l'autre côté, l'autre chose aussi qui est important, c'est le produit. Souvent, tu sais, tantôt, je disais, on prend trop de temps à passer à l'action parce qu'on veut que les choses soient trop parfaites. Il faut avoir une approche différente. Tu sais, disons que tu as une idée de produit, puis puis tu as ton idée en même temps, tu te dis, ben moi j'ai une idée de brand, mais je veux pas gâcher mon brand tout de suite, lance-le en white label, whatsoever, trouve un autre nom, mais tu veux valider ton marché rapidement. La preuve de concept d'une idée va te faire sauver énormément d'argent, justement pour voir est-ce que tes hypothèses étaient fondées ou non. Souvent, on attend trop de temps, on investit trop d'argent dans un site web. Moi, j'ai vu des gens dépenser 50, 100, 150 000 $ dans un site web, puis ça a floppé parce que justement, leur idée était pas bonne. T'sais, aussi simple que ça. Fait que valide, ça va te coûter peut-être 3, 4, 5 000 $. Valide. On s'entend qu'un site web, c'est juste un site web. Hein? Exactement. C'est juste un site web. Sincèrement, tu as besoin d'une landing page, tu mets ta photo, ta description, tu racontes ton histoire, tu roules une publicité qui connecte aux gens, tu valides, tu mets une coupe de dollars là-dessus. Tu n'as pas besoin de mettre 50 000 $ en pub. Tu peux mettre peut-être 1000 $ en pub, puis là, tu vas avoir le data qu'il faut pour justement valider, puis passer à l'étape suivante. C'est un win, c'est un fail. C'est un fail. Pas grave, passe à l'autre chose, tu sais. Ouais. Puis, troisième point, ben je pense que c'est justement ça. Tu sais, on parlait du cash flow, mais c'est les finances. Être plus tight avec les finances. Ça veut dire, tu sais, entoure-toi de comptables ou de gens qui connaissent ton industrie. Ça, c'est clé. Parce que le e-commerce a des propriétés comptables qui sont très différentes peut-être d'une business plus traditionnelle, entre autres à cause des taxes, entre autres aussi à cause du flot du flux de trésorerie en fait qui roule excessivement vite, puis un paquet d'autres facteurs, tu sais. Un bon comptable va vraiment t'aider à lever ou avoir une bonne visibilité. Puis ça, je pense que c'est la première chose que les gens doivent demander, c'est vraiment un budget, un flot de trésorerie, puis avoir de la visibilité en journalier sur ce qu'ils font. Parce que, encore là, le e-commerce, c'est comme du day trading, il faut que tu saches exactement jour pour jour qu'est-ce que tu fais, puis être capable de faire du prévisionnel. Fait que, dans tes rapports, ce que tu trouves qu'il est important, c'est justement d'être capable quotidiennement de savoir combien ça t'a coûté en pub, combien tu as sorti d'inventaire, puis combien tu avais d'inventaire qui... Absolument. Qui faisait rien puis qui chillait. T'sais. Exactement. Mais en même temps, on s'entend pour dire que quotidiennement, le e-commerce, c'est un peu aléatoire. C'est pas aléatoire parce que tu as des trends, mais c'est aléatoire dans le sens que une journée, tu vas avoir 10 ventes, l'autre, tu vas en avoir une, l'autre, tu vas en avoir 30, l'autre, tu vas en avoir 6. Absolument. En fait, c'est que tes chiffres, il faut que tu les connaisses de façon journalière pour être capable de prendre des décisions sur ce qui s'en vient, mais ton big picture, tu peux le regarder monthly, quarterly, à l'année. C'est comme ça que tu vas voir en fait la valeur de ton entreprise. C'est pas au jour pour jour parce que oui, peut-être jeudi, c'est la meilleure journée en vente. Le lundi, c'est la fin du monde. Tu veux t'ouvrir les veines. Puis, mais tu sais, c'est parce que les lundis, c'est comme ça. Les jeudis, c'est les journées de paye. Les gens, ils dépensent. Fait que si tu regardes à chaque fois que tu te stresses, non. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est OK, aujourd'hui, peut-être ce lundi-là versus l'autre lundi de la semaine dernière ou du mois passé, à la même période, il y a telle chose qui est arrivée. Pourquoi? J'ai-tu un bug au niveau de ma page de conversion? Est-ce que Shopify est down? Est-ce que mon emailing n'est pas parti? Il faut juste que tu sois alerte.
Parce que la technologie, c'est une chose, mais demain matin, nous, j'ai vu au Black Friday, il y a 2 ans, Shopify down pendant les meilleurs moments de vente possibles. Puis là, premier réflexe, si j'avais pas regardé mon dashboard, ben qu'est-ce que je fais? OK, je route tout mon trafic vers un landing page, Stripe, j'envoie mes ventes là-bas, fuck Shopify pour ce moment-là. J'ai été capable de me trouver un backup pour ce moment-là parce que je regardais mes choses drette là, tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut être, dans le fond, l'idée, c'est d'être alerte, en fait. Puis d'être en mode toujours solution s'il y a quelque chose qui se passe, d'avoir un backup aussi. Fait que c'est pour ça, d'avoir une vision journalière, c'est important, mais faut pas freaker out. Ça, c'est comme, c'est des gens qui ont de l'argent de placer, là, présentement avec le coronavirus, il ne faut pas que tu regardes ça tous les jours. Là, ça peut rapidement devenir déprimant. Là. Une journée de marché bounce back de 10%, une journée de drop de 15%. Genre 25 milliards de pertes dans une compagnie. J'ai l'impression qu'on est comme que le marché s'est transformé en échange de crypto puis que le TSX c'est le Bitcoin. Là. Oh, ouais, exactement. Ben, de toute façon, c'est des marchés qui sont très. En fait, tout marché est spéculatif, donc. C'est un peu le résultat. Puis un truc pour bifurquer un peu sur le coronavirus, on a parlé un peu tantôt, mais je vais faire référence au e-commerce. Puis on voit à quel point on est dépendant de la Chine. À quel point tout est fabriqué là-bas. Puis déjà, quand moi j'ai eu les premiers feedbacks de qu'est-ce qui se passait. On était, en fait, c'est mon fournisseur justement de Ugly Sweatshirt qui m'écrit, il dit Phil, cette année, ça se peut que ça change parce que là, il y a le coronavirus, ça a l'air plus sérieux que ça l'est. Tu sais, lui, il est basé directement en Chine, puis il voyait qu'est-ce qui se passait, puis on était en plus dans le Nouvel An chinois. Moi, de toute façon, le Nouvel An chinois, en général, c'est fermé. Je fais pas de promotion pour tout ce qui est vêtements que je fais là-bas. Mes bijoux, maintenant, j'ai fait tout à Montréal, fait que j'avais pas de stress de ce côté-là. Fait qu'il me dit, ben là, tu sais, tes promotions, tout ça, ça se peut qu'on doit, tu sais, on met en fait tous tes vêtements, tout ça, ça se peut qu'il y ait un délai dans la production, etc. Il dit, on devrait être de retour de toute façon aux alentours du 10 février. Après, il n'y a rien. Fait que moi je regarde ça, je regarde en fait l'évolution, puis finalement, ben tu sais, on se rend bien compte que ça prend des proportions, tout le monde voit les proportions que ça va, les gens sont confinés, ils peuvent pas aller à l'usine, etc. Le gars il me dit bon ben on est chanceux. Nos employés, à partir du 18, il y a un pourcentage de nos employés qu'on a le droit de ramener en usine, mais on ne sera pas full steam, on va être à 20% de notre capacité de production. Ils n'ont pas mis les employés en quarantaine dans l'usine comme certains ont fait. Non, c'est ça. Alors, ils ont gardé, ça a l'air qu'il y avait une partie qui pouvait sortir, ils n'avaient pas le droit à 100% des gens. Il a fallu, je pense, qu'ils sélectionnent certaines personnes qui peuvent venir travailler. Fait que là, moi, ce que je commence à me rendre compte, c'est que, OK, c'est cool, il va être capable de me servir, mais moi, je suis pas son seul client, là. Il y en a comme genre des milliers d'autres, là. Fait que ça va commencer à créer un backlog. Donc, mes commandes, en fait, que j'aurais passées, ils se seraient mis retardés. Puis là, ça se serait empilé. Puis avant en plus 20% de production. Fait que là, tu vois tout comment ça enchaîne. Puis, tu sais, même aujourd'hui, on est en mars, puis d'après ce que je sais, c'est que normalement, si tout va bien, puis ça semble d'aller bien mieux en Chine, si les gens retournent à leur ouvrage, il va être de retour seulement full steam à 100% de sa capacité en mai. Fait que tu sais, t'as comme entre le 2 semaines du Nouvel An chinois jusqu'à maintenant que tu passes à 100% de production, plus tous les gens qui se sont empilés. Fait que ce que les gens probablement comprennent pas, c'est que moi, c'est un petit fournisseur, là, c'est lui, là, probablement, là, comparativement à une usine de Apple, là, ça n'a rien à voir, là, mais mets ça chez Apple, là, qu'est-ce que ça implique en termes de délai de production ou n'importe quel autre gros, là. Fait que ça, c'est un impact incroyable, financier, peut-être ça va prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans avant de s'en sortir, là, juste à cause de ça. Donc, il faut que maintenant les gens, en fait, j'espère, en fait, à un moment donné, c'est un post que j'ai marqué, j'ai dit, j'espère que les gens vont apprendre de ça, qu'il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier en termes de supply chain, dans le fond, puis qu'on commence à trouver d'autres endroits, parce qu'il y a plein d'autres endroits dans le monde qui peuvent être en support. En Inde,
c'est malade là-bas aussi, là, en termes, ils sont pas, c'est malade dans le sens de la capacité de production qu'ils peuvent prendre. Malade, C'est malade. C'est ça. Bon, qui meurt malade. Mais tu sais, ils ont une grosse capacité de production, les Philippines, le Vietnam, etc. Tout en Asie, il n'y a pas juste la Chine qui existe, puis il y a plus de spécialités aussi qui se développent, là, tu sais. Ouais. Puis dans les journaux, on voyait, tu sais, il y avait une compagnie dernièrement qui s'est mise justement sur la loi de la protection, juste pour se donner un peu de souffle, pour rebalancer leur chaîne d'approvisionnement. Puis là, ils regardent justement de sortir une partie de leur production de Chine à d'autres pays parce qu'ils se disent, bon, ben maintenant, ça marche pas si je peux avoir un backup ou juste relayer peut-être 100% l'entièreté de ma production ailleurs. Bon, ça va avoir aussi des impacts là-bas aussi, ça va avoir des impacts économique. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un backup, soit un backup local, c'est l'idéal. Un backup aux États-Unis, c'est encore, tu sais, je veux dire, soit Montréal ou en fait Canada ou les États-Unis, c'est le top si tu es capable de faire ça. Sinon, regarde pour d'autres endroits dans le monde pour pas que toute ta chaîne de production soit concentrée. Puis évidemment, ben, ça va impliquer peut-être une augmentation de prix parce que tu n'auras pas le même volume d'un endroit à un autre. Tout le monde va payer la facture, ça c'est certain. Malheureusement, ça fait partie de la vie. À un moment donné, quand il y a des choses comme ça, on en paye tous le coup. Mais si tu y penses bien, ton client va te remercier au bout de la ligne. Si tu es capable de livrer à temps, livrer peut-être tu as revu ta manière de faire puis tu fais des choses de meilleure qualité. Tu sais, prends ça, pas seulement pour revoir ta chaîne de production, mais revoir aussi peut-être la façon que tu produis les choses. T'sais, la qualité que tu produis les choses. Qu'est-ce que tu es capable d'amener comme valeur supplémentaire à ton client pour qu'il dise « Wow, OK, j'ai ça maintenant. » C'était déjà hot, mais là, c'est encore plus hot. Fait que c'est un peu mon mindset là, de ce côté-là. C'est ça, c'est un Black Swan event. C'est le genre d'événement qu'on n'est pas capable d'anticiper à l'avance. On sait que ça va arriver un moment donné, mais on n'est pas capable de le prévoir, de le factor in dans ses stratégies. Puis, oui, on peut essayer de se dire, bon, il ne faut pas qu'on soit vulnérable sur sa chaîne de production, mais on parle de quelqu'un qui se starte en e-commerce. C'est pas le genre de considération. Il ne pense même pas encore à son cash flow. Là. Non. Personne ne pense juste à, OK, ça me prend des ventes. On va avoir des ventes. Oh oui. Tout de suite. Je suis trop loin, là. Je suis trop loin, je suis trop loin. Tu sais, moi, quand j'ai vu aller ça, nous, nos commandes, justement, étaient déjà parties, étaient déjà par bateau, ils s'en venaient, mais il y a eu des ports qui ont été fermés, des usines qui arrêtent de produire. Tu sais, justement, c'est arrivé dans le temps du Nouvel An chinois. Fait que moi, je savais de toute façon que ces Chinois-là, pendant un mois, ils font rien. Ouais, c'est ça. Mais, puis les gens... Moi, j'ai suivi ça depuis le début. J'étais comme en décembre, je regardais ça. Puis, on n'est pas habitué d'avoir ce genre de pathogène-là dans notre société. Personne n'est encore vivant pour se rappeler de la grippe espagnole. T'sais. Non. Ouais, mais en plus, en même temps, à cette époque-là, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas les ressources. La vaccination, je pense qu'en 1922, n'était pas au même stade qu'on est aujourd'hui. La vaccination, la plomberie, pour avoir de l'eau potable qui n'est pas contaminée, plein de choses qu'il n'y avait pas. Mais là, on est arrivé avec un virus qui est je veux dire, tu es dans la même pièce que moi, là, tu l'as, je l'ai. Si jamais tu l'as en ce moment. Ouais. Parce que c'est même pas. C'est ridicule, là. Tu sais, comme les. T'as beau avoir un masque, peu importe, c'est pas juste les liquides, c'est dans l'air, c'est excessivement contagieux. C'est vraiment spécial comme. Puis on n'a pas de virus, on n'a pas d'anticorps, c'est complètement nouveau. Ouais, absolument. J'ai hâte de voir justement quelles sont les innovations. Moi, je suis quelqu'un qui est pro-capitaliste. Là. Moi, je pense que quand il y a une opportunité de devenir absolument incroyablement riche par-dessus tous tes espoirs, là, comme c'est le cas présentement avec le coronavirus, avec le bon vaccin. C'est ça. Je crois beaucoup en l'ingéniosité de l'être humain. Là, fait que plutôt qu'il va y avoir une solution qui va arriver. Il y a toujours une solution, c'est ça. Ça va régler le problème. Mais pendant ce temps-là, justement, ça rajoute beaucoup d'incertitudes, de volatilité. Le virus est au Canada, il est aux États-Unis, il est en Europe, il est pas mal partout dans tous les pays au monde. Puis si on s'en va sur Twitter et qu'on marque Corona Outbreak, là, ça fait peur, man. Ouais, c'est sûr. La personne qui est dans sa civière, là, dans une bulle, là, avec deux dudes en hazmat qui rentrent ça
dans une ambulance qui est quasiment blindée, tu sais quoi, là? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu as l'amplification des médias sociaux, tu sais, puis disons, on revient à la grippe H5N1 ou au SRAS, il y avait pas, les médias sociaux étaient à leur balbutiement à cette époque-là, on retourne genre 2008, je pense même avant, 2006, 2005, 2002, il y avait rien, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est facile de créer cette espèce d'hystérie aussi globale, rapide, quand tu prends 100% du feed Facebook avec tout le monde partage les mêmes nouvelles, ça monopolise qu'est-ce que la majorité des gens regardent. Il y a 2 milliards de personnes sur Facebook maintenant. Imagine 2 milliards de personnes qui voient la même maudite affaire en temps réel parce que tout le monde consomme ça. Versus la télé, que personne consomme, puis en 2000, je pense au H5N1, c'était encore la télé, le média principal. Si tu voulais pas entendre parler du virus, tu fermais ta télé, puis c'était merci, bonsoir. Là, en même temps, c'est filtré à travers des... C'est filtré à travers, oui, il y a des intervenants là. Qui disent calmez-vous, puis il y en a d'autres qui disent ah non, ça va être grave. C'est ça. Non, calmez-vous. Tu sais, dans ce cas-là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'en vont là, puis qui disent ah! Puis t'as les deux. T'as les deux versions qui arrivent simulanément en même temps. Des versions polarisées, non modérées. Ouais. Et puis les versions de conspiration. Puis t'as toujours. Là, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, je pense que il y a une adaptation autant de la personne, de soi en consommateur, mais aussi des dirigeants. Comment eux, ils doivent prendre ça ou d'avoir vraiment l'information la plus véridique. Fait que moi, je disais l'autre jour à ma femme, je dis, hey, les services de renseignement, là, ils doivent se faire aller en ce moment pour être capables de faire la part des choses, de où viennent les sources, de ci, de ça, parce que eux, ils doivent quand même valider l'information à un certain moment donné, parce qu'imagine un chef d'État qui donne une information qui est totalement farfelue ou qui va à l'encontre, puis ça peut mettre en péril, dans le fond, tout le monde, là. Ça peut aller jusque-là. Donc, on est dans je dirais qu'on est dans comment on peut prouver que cette information-là est véridique. C'est aussi pointu que ça, là. Ouais. Parce qu'on peut plus se fier littéralement à rien, à moins d'être peut-être même sûr là. Puis l'autre jour, c'est drôle parce que je voyais une photo de quelqu'un ou d'un journaliste ou je sais pas trop quoi qui a pris une espèce de salle d'opération où il y avait 2 personnes qui étaient pluguées, entubées, qui montraient ça se passe en ce moment en Italie. Puis là, disons, là, t'as cette image-là, là, les gens, là, ils vont voir, tu sais, je veux dire, là, tu parles par l'image, là, les gens, là, ils vont... C'est un stock photo, genre. Ouais, c'était genre, ça aurait pu être un stock photo. Tu sais, tu connais pas vraiment l'identité des gens, tu sais pas dans quel vraiment état, mais dans le fond, tu sais, tu pourrais prendre n'importe quelle image, mettre ça sur Internet, dire que ça vient d'une source X, Y, Z, puis les gens vont prendre ça pour du cash, tu sais. Fait que, puis sans, tu sais, je veux pas minimiser le danger qu'il y a, mais le danger ne vient pas seulement du virus, vient de la façon dont on propage l'information à travers les médias sociaux. T'sais. Faut savoir parce que tu as eu t'as eu Bill Gates qui est sorti pour parler justement de l'importance de freak out sur le coronavirus parce qu'on peut pas être trop prudent. Il y a Elon Musk en même temps qui est sorti puis il a tweeté, il a dit coronavirus panic is dumb. Fait que tu as comme des extrêmes justement comme on disait sur les médias sociaux. C'est quand même intéressant à regarder aller d'une certaine façon. On va voir. On va voir qu'est-ce qui va sortir avec ça. Il y a plein de décisions aussi, quelque chose, une considération que j'ai trouvé intéressante. J'ai regardé un expert qui parlait à propos de la décision de fermer les écoles. À cause que, tu sais, la grippe, on sait que les enfants, c'est des petits hubs à transmission de grippe. C'est pour ça qu'on ferme les écoles normalement. Sauf que le coronavirus, ça n'affecte pas vraiment les enfants. Mais on pourrait quand même les fermer parce que ça se peut qu'ils soient quand même porteurs. Oui, absolument. À symptômes, Une des considérations qu'on n'a pas, c'est que 40% des infirmières ont un enfant qui est dans une école primaire secondaire. Oh my God. Ça, c'est incroyable. Fait que tu sais, je veux dire, à quel point c'est compliqué. Puis c'est rare parce que je pense que c'est la première fois que justement, on a les médias sociaux dans un contexte de panique globale. D'une pandémie de ce genre-là, ça va prendre combien de temps avant que ça fasse comme à Londres durant les bombardements allemands? Parce que, tu sais, le monde, il y avait la sirène qui popait, le monde, il se levait, il allait dans le souterrain, bien tranquille, comme si c'était une autre journée au travail. Ça va prendre combien de temps avant qu'on s'habitue à une nouvelle réalité qui est fuckée, où
on n'est pas paniqué, puis c'est comme normal que, ben, maintenant il y a un virus, tu sais. Ouais, qui absolument. existe, puis qui tue du monde. C'est comme l'histoire de Jean et le loup, là, tu sais, tu cries au loup, puis finalement c'est une joke, mais finalement quand le loup il arrive pour de vrai, quelqu'un crie au loup, mais il y a personne qui bouge, puis le loup il dévore tout le monde. Mais là, c'est comme si le genre... loup... Oui, puis non, parce que là, c'est comme si le loup, il existe pour de vrai. On crie tout le temps au loup. Ouais. On va tout le temps se cacher du loup, mais on trouve ça gossant, tu sais. On est comme dans la chair, on est comme « Ah, c'est le loup, il va-tu passer, man? » Ben normal, parce que, tu sais, on a parlé un peu du marché boursier, c'est un marché qui est ultra spéculatif, qui se base sur la peur des gens. Ouais. Mais tu sais, l'être humain il s'adapte à peu près à n'importe quoi. À un moment donné, cette peur-là va s'estomper. Puis... Je pense que l'humain est le virus le plus résistant à la Terre à date. Bon. Je trouve ça. Est-ce que tu écoutes un petit peu les comics aux US sur Netflix, Bill Burr? La seule chose que j'écoute, là, c'est Pat Patrouille. Ah, boy, ok. J'ai 2 filles à bas âge, écoute, c'est juste ça qui passe non-stop. Fait que moi, je suis brainwashé à Pat Patrouille. Ouais. Ok, je sais pas pourquoi j'ai écouté ça une fois, là, puis c'est ça, j'ai pas d'enfant. Ok. On sait pourquoi maintenant. Faut que tu écoutes les bons comiques. Pour revenir un peu sur la e-com, ouais. Ton expérience avec Amazon, avec les marketplaces, de ce que j'ai vu, t'as trempé un peu là-dedans. Je pense pas qu'on en ait parlé dans notre dernière conversation. Non. En fait, j'ai fait un peu de Amazon, je te dirais, en 2016, je pense, 2016-2017. C'était une extension vraiment c'était une extension de, pas Gothrider, mais un peu avant le Gothrider officiel. Parce que, tu sais, Gothrider, il montait en 2015, mais c'était pas en fait le brand comme je le voyais, c'était encore un site où je vendais à peu près tout, n'importe quoi, mais qui restait très biker, qui avait pas vraiment de vision. Maintenant, tout ça a changé, la vision, les collections, etc. Puis à cette époque-là, je vendais beaucoup de montres, puis je voulais m'étendre, dans le fond, sur Amazon. Donc, j'ai commencé à vendre là-dessus. Puis j'ai vu le power parce que ça me donnait des ventes quand même récurrentes sur quelques produits que j'avais en ligne. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que à ce moment-là, je faisais pas du FBA. Je faisais Fulfill by Merchant, puis je trouvais ça gossant. Fait que finalement, le temps que ça me gossait, puis vu que j'étais super éparpillé, j'ai décidé, bon, tu sais quoi, je vais closer ça down. Par contre, Amazon, je trouve que c'est une plateforme, puis j'en ai parlé dernièrement, je pense dans le Journal des Affaires, j'avais fait une entrevue. Puis, il y a 2 choses en fait. Première chose, Amazon doit être vu comme une extension de ton entreprise. La façon que je vois ça, c'est qu'à un certain moment donné, tu veux scaler. Puis là, tu te dis, Facebook, je masterise, Instagram, whatsoever, Google, je suis déjà partout. Je vends tout ce que je peux présentement là. C'est quoi le next step? Souvent, dans ta stratégie de scale-up d'entreprise pour vendre plus de volume, tu as le marketplace, puis après ça, tu as le wholesale ou l'un avant l'autre, peu importe la direction. Fait que quand tu veux passer à Amazon, là, il y a 2 stratégies. Une stratégie que tu dis, je vais juste prendre le même produit puis je vais l'amener sur ce canal-là. Parce que de toute façon, il y a comment je peux dire ça, un type d'utilisateur qui, eux, achètent principalement, puis leur moteur de recherche principal reste Amazon. Donc, eux, quand ils pensent acheter quelque chose, ils vont acheter de là. Puis s'ils voient, par exemple, du liquide lave-glace, ils vont l'acheter d'Amazon. S'ils voient du papier toilette, ils vont l'acheter d'Amazon. Fait que peu importe le produit, ils achètent de là. Pour eux, c'est leur store, un peu comme un Walmart de ce monde, etc. C'est dans cette catégorie de clients-là. Fait que tu sais, moi aussi, je suis très bien gros. Tu sais, toute l'électronique maintenant, paquet d'affaires, mis à part certaines marques, je vais les acheter directement d'Amazon. Puis, il y a des gens qui magasinent des t-shirts aux bijoux, même des bagues diamants maintenant que tu peux acheter. Moi, j'achèterais jamais une bague diamant sur Amazon, mais c'est ma perception. C'est comme acheter une bague diamant chez Costco à quelque part. Ça se vend. Tu as des bagues à 60 000 $ chez Costco. Fait que il y a une question de perception, mais bon, pour revenir à ça, donc, t'as cette stratégie-là, donc extension de ton entreprise sur Kirkland sur ton Kirkland, ouais, c'est ça. Extension de ton entreprise sur Amazon, même produit. Ou
Tu veux faire ça à l'inverse. Il y a une autre stratégie qui, tu dis, moi, il y a une partie de clientèle que j'aimerais driver ou ramener chez moi. Fait que je vais développer une ligne de produits qui est complémentaire où on trouve seulement sur Amazon. Puis ces clients-là, éventuellement, je vais être capable de les ramener. Parce qu'une zone grise sur Amazon, évidemment, ils ne te donnent pas leur courriel, donc tu peux pas les recibler de ce côté-là directement pour les ramener. Puis, normalement, tu n'es pas supposé de mettre d'articles promotionnels qui affichent ou une carte, etc., qui affiche aux gens de revenir, mais tu as quand même leur adresse et leur nom. Fait que si, dans le fond, tu bâtis un bassin de gens importants avec un produit que tu as décidé de développer strictement pour Amazon, puis tu vois que ça marche bien, une bonne façon, une bonne stratégie, en fait, pour les ramener, c'est les cartes postales. Donc, tu as leur adresse, tu leur envoies des cartes postales directement à ces clients-là, puis là, tu leur offres, évidemment, une promotion pour les ramener vers ta boutique à toi. Puis comme ça, tu peux bâtir. Évidemment, tu n'auras pas 100% du retour, mais tu vas déjà avoir un très bon pourcentage. Une chose qu'on se rend compte également, c'est que le marketing direct, traditionnel, carte postale, a un regain d'énergie, un regain de nouveau. Les gens, quand ils voient une marque qu'ils connaissent, qu'ils prennent de leur boîte postale, ils vont la regarder versus un Publisac, les gens, ils s'en foutent carrément. T'sais. Donc, puis même, ça va dire, hey, tiens, je l'ai vu sur Internet, il me renvoie une carte postale, c'est donc bien le fun, fais-la personnaliser en plus. Bam, tu viens de le gagner sur ta shop à toi. Puis là, tu peux commencer à lui présenter. Je savais même pas qu'on avait les noms et les adresses postales des gens, c'est vraiment le fun. Ouais. En fait, quand tu le fais par... faudrait que je revoie, là, mais même, je pense, Fulfilled by Amazon, tu peux le faire. Puis, de toute façon, Fulfilled by Merchant, c'est sûr que tu l'as parce que tu le connectes sur ton ShipStation, puis, ou tu le fais manuellement, puis après ça, tu l'envoies aux gens, tu sais. Fait que ça, je te dirais que ça, c'est deux approches, en général, qui fonctionnent bien. Maintenant, la problématique, c'est qu'il faut faire attention de toi pas rentrer en compétition contre toi aussi. T'sais. Fait que si tu as un marché qui est quand même égal où tu te rends compte que les gens qui viennent chez toi remagasinent après sur Amazon pour racheter la même chose, faut que tu sois stratégique dans ta structure de prix. Puis il faut que tu sois stratégique pour être sûr, est-ce que c'est les mêmes personnes? Moi, j'ai vu ça par exemple avec des bagues. Quand je vendais des bagues un peu plus cheap, je voyais les gens, ils venaient sur mon site, ils voyaient la bague à 39$, ils retournaient sur Amazon, ils voyaient la même bague par un compétiteur, 26$. Fait que là, moi, ce qui arrivait, c'est que je voulais pas le perdre, je mettais la même bague, mais là, je suis rentré dans une guerre de prix parce que je la mettais moins cher. Le client revenait et il rachetait d'Amazon la même bague de chez moi, mais ça me donnait rien au bout de la ligne. Là, t'sais. Fait qu'il faut voir comment on peut spinner ça. Puis ça, c'est vraiment souvent du cas par cas qu'on fait. Maintenant, tu sais, est-ce qu'Amazon, c'est le gros méchant? Je pense pas que c'est le gros méchant. Beaucoup de gens vont dire, ça prend des parts de marché, tu sais, ça nous enlève nos jobs, ça nous enlève le local, etc. Non, les gens, ils magasinent déjà là. Tu sais, c'est pas compliqué. Game over. Tu sais, c'est juste une bonne chose. Là. C'est une bonne chose. Puis ça met la barre haute. Ça pousse les gens. Avant, justement, dans le dropshipping, moi, je l'ai remarqué, c'est qu'avant, en 2013 jusqu'à 2015, les gens acceptaient facilement de recevoir leurs affaires en 21 jours, 30 jours, 60 jours. J'ai un chum qui m'a dit l'autre jour, j'ai commandé quelque chose de Wish, ça a pris 2 mois avant que je le reçoive. J'achète jamais plus là. T'sais. Mais Amazon, tu le reçois le lendemain. Fait que ça pousse les gens par en haut pour leur dire, écoutez, les politiques de retour, écoute, fais une meilleure business parce que le mindset d'Amazon, c'est vraiment customer service first, tu sais. Fait que vraiment, l'idée, c'est de s'adapter à ça, d'être, je dirais, aussi fort que ça si tu as une boutique toi-même, puis embrasser Amazon, mets-le dans ta stratégie, embarque-là, trouve quelque chose qui est complémentaire pour justement. J'ai l'habitude de faire des talks en anglais. Fait que... ouais, moi les mots. les mots chez Amazon. Ouais, c'est ça. Embrace, let's go. Mais t'as complètement raison. Puis les gens qui. Une métaphore, je pense que c'est dans un des podcasts que tu as dit ça, c'est comme Amazon, c'est comme le centre commercial, puis toi, c'est comme si tu allais te prendre une boutique là-bas. Ouais. Exactement. Puis quand on parle justement, oui, ils enlèvent des jobs, entre guillemets, parce que dans le fond, ils engagent du monde dans leur centre de c'est le plus gros employeur aux États-Unis en passant à Amazon. Non, c'est énorme. Ouais. Puis, tu sais, c'est tous des jobs qui, de un, ils optimisent ces jobs-là pour que ça aille le plus rapide, le plus efficient, puis qu'il y ait le moins de monde qui fasse ces jobs-là possible. C'est ça. Ils sont en train de remplacer ça par des robots. Ouais. Parce que on s'entend-tu que prendre quelque chose, de le mettre dans une boîte puis le shipper, c'est pas la job la plus productive au monde. C'est pas la plus le fun non plus. C'est pas la plus le fun non plus. Fait que quand on parle d'automatiser des jobs,
tant mieux si c'est des jobs que personne veut anyway. Ouais. Si c'est pour faire en sorte que, tu sais, puis là, le monde aux États-Unis, il pense qu'Amazon ne paye pas de taxes. C'est pas vrai. Ils en payent des taxes. Ils en payent des impôts. Ouais. C'est juste qu'ils investissent des milliards en recherche et développement. Ouais. C'est normal que la compagnie, quand tu investis en recherche et développement, puis tu prends des risques aussi gros que ce qu'ils prennent, puis tu prends du financement pour être capable d'investir en recherche, pour être capable d'avoir justement l'infrastructure qu'ils ont présentement, ben c'est au bénéfice de tous les entrepreneurs qui désirent inventer, créer et vendre un produit. Absolument. Et de deux, ben, tous les taxpayers qui, maintenant, Amazon fait des profits incroyables, récolte les bénéfices des taxes perçues sur ces profits-là. Tu sais. Absolument. Absolument. Bref, Mélodie nous fait un signe de la main. Je suppose qu'il est 3h15. Oh my God, ça passe vite! On venait de commencer. Mais oui, c'est ça. Il n'y aura pas le choix de revenir. Ah oui, alors, j'en reviendrai, ça va me faire plaisir. C'est toujours beau, puis c'est beau, Trois-Rivières. Ah oui. Le vieux Trois-Rivières, c'est hot. Tu te demanderas à quelqu'un là, pour qu'il aille chercher tes enfants. Ouais, c'est ça, on exactement. va finir la bouteille Ah, la ouais. prochaine fois. On va être sourd-raide sur le tapis. Fait que, pour rapper tout ça, Ouais. donc, tu as ton agence HubV. Ouais, absolument. Les gens qui ont déjà un e-commerce font déjà une couple de 100 000 en chiffre d'affaires. Ils veulent scale up leur entreprise. Ouais. Ils contactent comment? Contact par courriel directement s'ils veulent, phil@hubv.com. Donc, c'est HUBBVEE.com. Puis. Pas 2B. Je sais pas. Écoute, c'est sorti de même. Je regardais les noms, les mots, puis je trouvais que c'était symétrique à quelque part. Puis j'ai aimé ça. Il y a comme toute une petite histoire en arrière. Je raconterai ça une autre fois. Ouais, c'est ça. Exactement. Cool. Fait que merci beaucoup. Hey, merci à toi. Hein, c'était bien gentil. Merci. Merci à tous ceux qui ont écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ça va être un podcast pré-enregistré cette fois-ci parce que là, dans le fond, on organise notre rencontre secrète de la tranchée qui va avoir lieu le 27 mars ici à nos bureaux. Donc, si vous êtes membre, on a fait un post sur le forum. Vous pouvez acheter votre petit ticket. Là. C'est un ticket symbolique, ça coûte 10$, mais c'est alcool à volonté. Je fais pas d'argent avec ça pantoute. Je paye la bouffe, je paye tout. Ça va être malade. C'est tout un beau party à chaque fois. Fait que si ça vous tente de venir, on va aussi faire le lancement en privé du studio pour que les gens puissent commencer à louer. Ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus. J'ai hâte qu'il y ait du monde qui l'utilise. Il y a déjà certains membres qui m'ont contacté en privé, que je l'ai testé avec eux. Fait que ça va être intéressant. Fait que les 2 prochains épisodes, prochain avec Stan Leloup, où on parle de la sortie de son livre, qui est Mon empire dans un sac à dos. Très cool. Stan, c'est un de mes marketeurs français préféré, qui vient de la France. Maintenant, il est en Thaïlande. Wow. Tu sais quoi. Ensuite de ça, il va y avoir Aurélien Amaker qui parle de son entreprise System.io, qui est une plateforme de création de cours en ligne absolument incroyable. Et ensuite de ça, je prends une semaine de break parce que, grosse nouvelle, je déménage à Québec. Wow. Je vais être dans les boîtes. Le studio reste à Trois-Rivières. Je vais me déplacer pour les podcasts, comme je demande à faire à mes invités. Ouais. C'est la moindre des choses. Ouais. Et puis après ça, on va revenir en grand avec un expert en performance neurologique. Wow. Fait que là, les suppléments que tu prends, tu sais, Ouais. la cocaïne naturelle. Ouais, On voilà. a ça, là. Les neurotics, c'est nootropics. Nootropics. Les nootropics, On c'est parle ça. de nootropics. Fait que ça. Limitless. Exact. Fait que cheers! Cheers. Et puis, merci d'avoir été là. Tout est à l'eau. Je suis à l'eau, écoute.